Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette révision visuelle spécialement pensée pour cartonner à votre examen terminal de L2 Économie-Gestion. Aujourd'hui, on va remonter le temps sur plus de 500 ans pour cartographier un truc fascinant. Comment nos sociétés sont passées d'une petite solidarité locale et traditionnelle à l'immense machine de protection sociale gérée par l'État qu'on connaît aujourd'hui. Au programme de notre analyse, 1. La solidarité pré-industrielle. 2. L'industrialisation. 3. Les premières réponses. 4. L'institutionnalisation. 5. Les modèles nationaux. Et on terminera sur la 6. La triple crise. C'est vraiment la feuille de route causale parfaite pour comprendre comment des bouleversements économiques majeurs ont, mathématiquement, forcé des innovations institutionnelles de dingue. Gardez bien cette chronologie en tête, c'est la colonne vertébrale de votre cours. On démarre tout de suite avec notre première étape, la solidarité pré-industrielle entre charité et communauté. Avant le grand choc de la révolution industrielle, la survie des plus démunis reposait presque à 100% sur des structures traditionnelles. En gros, si vous aviez un problème, vous vous tourniez vers votre famille, vers l'église, vers la charité locale ou les sociétés de secours mutuels de votre métier. L'État, lui, était pratiquement invisible dans ce domaine. Et attention, à l'époque, la charité n'avait absolument rien d'endroit. C'était une faveur et surtout, c'était ultra moralisateur. Les communautés faisaient un tri très strict entre les bons pauvres, ceux qui méritaient l'aide parce qu'ils étaient physiquement incapables de travailler, comme les infirmes ou les personnes âgées, et les mauvais pauvres, qu'on considérait tout simplement comme des feignants qui refusaient l'effort. C'est un jugement de valeur permanent. L'État central finit par s'y intéresser, mais à pas de tortue. En France, on a quelques petits coups de pouce ciblés, Henri IV en 1604 qui taxe les revenus des mines pour les blessés, ou Colbert en 1673 qui crée un fonds de retraite pour les marins. Mais le vrai tournant, c'est en Angleterre avec les fameuses Poor Laws, entre 1562 et 1601. Ces lois instaurent l'aide paroissiale, mais elles créent aussi les workhouses, des maisons de travail pensées pour être des endroits littéralement misérables, histoire de bien dissuader les oisifs. Un peu plus tard, entre 1795 et 1834, on verra apparaître le Spinamlan Act, qui versait un complément de salaire aux ruraux pour essayer de calmer une misère qui explosait. « Faites-moi vivre ou donne-moi ton travail ». Quelle phrase, non ? C'est le cri de ralliement du comité de mendicité sous la Révolution française. C'est un changement de paradigme total. Pour la première fois, l'État dit « Ok, c'est mon devoir de vous assister ». Sauf que la réalité économique les rattrape. En 1791, avec le décret d'Allard et la loi Le Chapelier, on supprime purement et simplement les anciennes solidarités comme les corporations. Résultat, l'individu se retrouve complètement isolé face à un État qui est, honnêtement, complètement fauché pour tenir sa promesse d'aide. Ce qui nous amène à notre deuxième grande partie, l'industrialisation et la question sociale. C'est la rupture absolue. L'industrialisation va faire voler en éclats tous les anciens modèles de charité qui deviennent totalement incapables de gérer le tsunami de la nouvelle misère ouvrière. Et là, bim, concept absolument crucial pour l'examen, le paupérisme. C'est le paradoxe ultime de cette époque. Imaginez, d'un côté, l'économie globale s'enrichit à une vitesse folle grâce aux machines, mais de l'autre, les ouvriers qui créent cette richesse vivent dans une pauvreté de masse terrifiante. Travailler dur ne protège plus de la faim. Ce truc fou donne naissance à ce qu'on a appelé la question sociale. La société réalise enfin qu'il y a urgence à réguler un système économique qui détruit la santé de sa propre population. Regardez un peu ces données sur l'industrie britannique du coton en 1835. La part des enfants qui y travaillent est juste effarante. Les conditions du prolétariat sont cauchemardesques. En France, ce sont les enquêtes d'hygiénistes comme Villermé ou Villeneuve-Bargemont qui vont mettre tout ça en lumière. Une misère qu'on retrouve aussi à travers la loi d'Angèle, qui prouve noir sur blanc que la quasi-totalité du budget des plus pauvres passe dans la nourriture. Ces constats sont tellement accablants qu'ils vont forcer l'adoption des toutes premières lois sociales, comme cette loi française de 1841 qui limite, de façon encore très timide, le travail des enfants. Bien sûr, face à ce système, l'analyse de Karl Marx tombe comme un coup près. Il explique que le salariat est le moteur de l'exploitation. Pour faire simple, la bourgeoisie s'approprie une plus-value, c'est-à-dire la différence entre ce que le travailleur produit et son maigre salaire, ce qui conduit inévitablement à l'aliénation. Marx ajoute que grâce à l'armée industrielle de réserve, en gros tous les chômeurs prêts à prendre votre place, les patrons peuvent maintenir les salaires au strict minimum. Une mécanique impitoyable que Lassalle appellera plus tard la loi d'airain des salaires. Troisième partie, face à cette véritable poudrière sociale, quelles ont été les premières réponses ? Avant que l'État ne devienne le grand protecteur qu'on connaît, il a bien fallu improviser. On a alors deux visions qui s'opposent frontalement. D'un côté, les libéraux pur jus comme Malthus ou Bastia. Pour eux, l'aide gouvernementale, c'est un poison. Ça encouragerait les gens à faire trop d'enfants, ça récompenserait l'oisiveté, bref, ça appauvrirait tout le monde.
De l'autre côté, on a des patrons philanthropes et des socialistes utopiques. Prenez Robert Owen avec son projet New Harmony. Il construit des logements, des écoles pour ses ouvriers, c'est super, non? Sauf que le compromis de ce paternalisme, c'est qu'en échange de cette sécurité matérielle, les patrons exercent un contrôle moral très intrusif sur la vie privée de leurs employés. Allez, on passe à la quatrième partie, l'institutionnalisation de l'État-providence. Parce que la charité ponctuelle ou la bonté d'un patron face à des chocs économiques mondiaux, ça ne fait pas le poids. Il devient vital de transformer l'assistance en véritables droits sociaux garantis par l'État. C'est un mouvement inévitable, d'ailleurs théorisé par l'économiste Adolf Wagner ou le sociologue Émile Durkheim, qui explique qu'une société qui se développe a mécaniquement besoin de plus de régulation et de dépenses publiques. Et c'est en Allemagne que le modèle pionnier prend racine, sous l'impulsion du chancelier Bismarck. Il fait passer 3 lois révolutionnaires. 1883 pour la maladie, 1884 pour les accidents du travail et 1889 pour la vieillesse et l'invalidité. Le truc à retenir absolument ici, c'est que le modèle bismarckien est fondé sur le travail. Il n'est pas universel. Il est lié à votre emploi et financé par les cotisations des ouvriers et des employeurs. C'est l'acte de naissance de l'assurance sociale moderne. Pendant ce temps-là, en France, on tâtonne pas mal. Au début, on essaye l'assurance privée volontaire, par capitalisation, où chacun met de côté pour sa retraite. Le problème, les ouvriers sont tellement pauvres qu'ils n'ont littéralement rien à épargner. Face à ce flop, on comprend qu'il faut un système obligatoire par répartition. Ça commence doucement avec les retraites ouvrières et paysannes, les fameuses ROP de 1910, pour finir par exploser en beauté après la Seconde Guerre mondiale avec la création de notre grande sécurité sociale en 1945-1946. Cinquième partie, l'âge d'or, les modèles nationaux pendant la période bénie des 30 Glorieuses. Après la guerre, la croissance économique et le plein emploi propulsent l'État-providence à son sommet. Mais chaque pays va le façonner à sa manière. Chez nos voisins britanniques, c'est le célébrissime rapport Beveridge de 1942 qui donne le ton. L'objectif est presque philosophique, éradiquer 5 grands fléaux, comme la maladie ou l'ignorance. L'innovation de Beveridge tient en une formule magique, la règle des 3 U. Universalité, ça couvre tous les citoyens, peu importe leur statut. Unicité, une seule administration. Et uniformité, les aides sont les mêmes pour tous. Tout ça est financé par l'impôt, ce qui donnera naissance, en 1948, au fameux NHS public et gratuit. De l'autre côté de l'Atlantique, le modèle américain naît carrément d'un instinct de survie après la Grande Dépression. Sous l'influence des idées keynésiennes pour relancer l'économie, le président Roosevelt lance son New Deal. La vraie rupture libérale, c'est le Social Security Act de 1935, un filet de sécurité pour les plus démunis. C'est un système très ciblé qui sera complété plus tard, en 1965, par Medicare pour les personnes âgées et Medicaid pour les plus pauvres. Alors, avant de classer tout ça, il faut absolument placer un mot très stratégique dans votre copie, la démarchandisation, un concept du sociologue Gösta Esping Andersen. L'idée est brillante. Dans un marché pur, pour survivre, vous devez constamment vendre votre force de travail. La démarchandisation, c'est votre degré de liberté par rapport à ça. Plus un État vous offre de droits sociaux forts, chômage, retraite, santé, plus vous pouvez maintenir un niveau de vie décent sans dépendre à 100% de la jungle du marché. Et c'est justement ce qui permet à Esping Andersen de découper l'État-providence en 3 grands mondes. 1. Le modèle libéral, typique des États-Unis. La démarchandisation y est très faible, les aides ciblent vraiment les plus pauvres. 2. Le modèle conservateur corporatiste, l'héritage de Bismarck qu'on a en France et en Allemagne. La protection est forte, mais elle est conditionnée à votre emploi et à vos cotisations. Et 3, le modèle social-démocrate des pays scandinaves, là c'est le jackpot de la démarchandisation, des droits hyper généreux, universels, détachés du fait d'avoir un emploi ou non, mais financés par des impôts très élevés. 6e et dernière partie de notre parcours, la crise contemporaine. Et oui, aucune institution n'est éternelle. Après les 30 Glorieuses, la croissance ralentit, le chômage grimpe et la machine commence sérieusement à s'enrayer. Le sociologue Pierre-Rosanne Vallon a théorisé ça parfaitement avec la triple crise. C'est en pur effet domino. On commence par la crise de financement. Avec le chômage, il y a moins de cotisations qui rentrent. Mais les dépenses sociales, elles explosent. Ça déclenche ensuite une crise d'efficacité. Le système n'arrive plus à résoudre les nouvelles formes de précarité. Et logiquement, quand un système coûte de plus en plus cher mais fonctionne de moins en moins bien, on arrive à la crise de légitimité. Les citoyens commencent à se demander « mais à quoi bon payer tout ça ?» Ce qu'il faut retenir de toute cette évolution, c'est que l'État-providence n'a jamais été un monument figé dans la pierre. Il n'a fait que s'adapter, passant de la petite charité religieuse au droit social absolu. Aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, l'ubérisation de l'économie et les chocs environnementaux, on est au pied du mur.
Alors voici la question sur laquelle je vous laisse réfléchir. Comment va-t-on devoir réinventer, une fois de plus, notre pacte social pour qu'il survive au siècle qui vient? C'est tout pour cette révision, merci d'avoir suivi et bon courage pour l'examen.